Bonjour à toute la communauté et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Mathieu de la chaîne Libre et Riche. Et aujourd'hui, je suis aux côtés de Marc Toiti. Marc Toiti qui est président du cabinet ACDFI et qui a écrit son dernier livre Reset 2. Bienvenue dans le monde d'après. Bonjour Marc Toiti. Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de rebondir un petit peu à l'actualité qui est riche en ce moment, entre la remontée des taux d'intérêt, l'inflation qui explose, les dettes publiques qui sont au maximum, l'énergie qui flambe. Et en même temps, ça fait une belle transition avec votre livre, puisque vous traitez justement de tous ces sujets entre la Chine, la Russie, etc. etc. Oui, complètement. Donc, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer, dans le livre qui s'appelle Reset 2, vous parlez du reset, du good reset, du bad reset. On a eu un reset. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça Oui, consiste? bien sûr, bien sûr. En fait, c'est vrai que donc le livre que j'ai fait précédemment, donc en septembre 2020, c'était justement, ça s'appelait Reset, quel nouveau monde pour demain, en disant, ben voilà, on a eu une pandémie, on a eu une crise historique, une récession historique. Donc c'est vrai que des fois, quand un appareil fonctionne mal, on appuie sur le bouton Reset pour que ça redémarre, mais généralement en espérant que ça soit mieux. Or, malheureusement, on a appuyé sur Reset effectivement en 2020-2021, et c'est pire qu'avant. Donc on a assisté à ce que j'appelle donc ce mauvais reset, ce bad reset, dans la mesure où malheureusement, ben, on a encore fait augmenter les dettes publiques, on a encore généré des bulles boursières, etc. Et puis surtout, on a créé de l'inflation. C'est-à-dire qu'il faut oublier d'où vient l'inflation. L'inflation n'est pas née avec la guerre en Ukraine. Ça, évidemment, ça a mis de l'huile sur le feu. Mais l'inflation était déjà là en 2021 à cause d'une erreur stratégique de nos dirigeants, malheureusement, où justement, alors peut-être par clientélisme, par peur finalement je dirais, de déplaire au marché ou autre, les gouvernements ont continué d'augmenter leur dette publique et les banques centrales ont continué d'acheter cette dette, ce qu'on appelle la planche à billets. Donc elles ont maintenu une demande artificiellement. Elles ont même généré une augmentation de cette demande donc artificielle. Et ça, si vous voulez, c'est la règle de base de l'économie. Si la demande est supérieure à l'offre, eh bien, les prix augmentent. Et donc, c'est ce qui s'est produit donc en 2021, que j'avais d'ailleurs annoncé dès le début 2021. Et beaucoup, que ce soit mes confrères ou également les politiques ou les dirigeants de la Banque centrale européenne, par exemple, disent non, mais non, l'inflation, c'est pas durable, ne vous inquiétez pas, c'est sous contrôle. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et donc, ce qui fait que ce reset a été mauvais, d'où l'important de ce deuxième reset, qui en plus intervient après donc, cette guerre en Ukraine. Et là aussi, on se rend compte de notre dépendance énergétique. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que à force de faire du déni de réalité, ben justement, on est complètement hors sol. Et donc, on a découvert notre dépendance aux produits chinois quand il y a eu la pandémie. Et maintenant, on découvre notre dépendance à l'énergie russe, surtout les Allemands d'ailleurs, au gaz russe, quand il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Bon, c'est pas très sérieux tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un petit peu ce que j'évoque. Il faut faire un reset positif. Moi, je suis pas pour tout exploser, bien au contraire, mais le drame, d'ailleurs, je termine le livre avec une fin alternative, c'est-à-dire soit effectivement on choisit le courage et on redémarra par le haut, soit on continue la fuite en avant et le déni de réalité, et malheureusement, la zone euro pourrait exploser, enfin il peut avoir beaucoup de conséquences dramatiques. Tout ça, encore une fois, c'est lié aux erreurs de stratégie économique de nos dirigeants, que ce soit les dirigeants politiques, et ça, hier, j'ai envie de dire, on était habitués, mais même les dirigeants monétaires. Vous savez, normalement, les banques centrales sont les gardiennes du temple. Ça veut dire qu'elles, justement, comme elles ne sont pas élues, ben finalement, elles doivent voir sur le long terme. Et bien là, elles ont fait la même erreur que les politiques. Elles ont fait du court terme. Et maintenant, évidemment, elles sont bloquées. On l'a vu la semaine dernière, la BCE a augmenté très fortement les taux d'intérêt, alors qu'on est en pleine récession. Eh oui, parce qu'il fallait le faire avant d'augmenter les taux d'intérêt pour éviter justement d'avoir cette trop forte inflation. Vous voyez, encore une fois, c'est du b.a.-ba économique, c'est ce que j'apprends à mes étudiants, je ne vais pas dire en première année, mais on va dire en troisième année. Et donc, On pourrait regarder. oui, exactement, exactement. Et malheureusement, nos dirigeants ne sont pas capables de l'appliquer. Et ce qui me gêne vraiment, c'est qu'ils sont enferrés dans ce déni de réalité. Et ça, moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier, que je vois tous les dirigeants de la France depuis des années, si vous voulez. Moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est à chaque fois, ils ne veulent pas dire la vérité. Comprenez, si on dit la vérité aux Français, ils ne vont pas comprendre. Moi, je dis non, c'est l'inverse. Il faut dire la vérité. Parce que si on ment, ou du moins si on masque la vérité, quand on est confronté à cette vérité, parce que ça arrive tôt ou tard, ben là, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Vous voyez, il y a encore quelques mois, les dirigeants français et européens disaient non, non, l'inflation, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer. Et là, on voit qu'une inflation dans la zone euro, 9,1%, un record historique. On disait, voilà, on est à la veille des 30 glorieuses. Voilà, maintenant, on est en récession. Certains disaient, on va écraser la Russie. Voilà, on voit que la Russie a fait des excédents commerciaux records. Donc bon, tout ça pour dire, il faut dire la vérité, tout simplement. Alors, des fois, on peut se tromper, bien sûr, mais au moins,
il faut être honnête. Je pense, moi, c'est comme ça que j'ai toujours travaillé, et c'est pour ça que je suis toujours là après plus de 25 ans de métier. Je pense que l'honnêteté doit primer sur tout. Effectivement, mais je suis d'accord. Après, c'est sûr que c'est compliqué du point de vue du politique de dire la vérité quand derrière on a des réclamations de distribuer en fait des chèques un petit peu comme ils ont fait aux États-Unis. Hein, Partout, oui, comment tout on à fait. fait pour concilier une crise, distribuer des chèques, essayer de maintenir la demande. Et comme vous le dites très justement, et ce que j'essaie de répéter à chaque fois, c'est que si on augmente la demande ou on la stabilise alors que l'offre diminue, ben, c'est logique économique, les prix ne peuvent qu'exploser. D'où le problème d'avoir distribué des chèques aux États-Unis notamment. Au sein de la zone euro, pareil, hein, on a maintenu la demande au-dessus de l'offre puisque les chaînes de production étaient coupées. Donc justement, comme vous avez bien défini le reset, et vous nous expliquez qu'il faudrait un reset, un good reset du coup, beaucoup de personnes en profitent pour nous dire qu'il faudrait annuler les dettes. Alors, est-ce que c'est un mécanisme que vous prônez? Pas du tout. Et quelles seraient les conséquences si on venait à mettre en place cette mesure? Alors, déjà, il faut bien prendre conscience que quelqu'un qui a une dette, ça veut dire qu'il y a un détenteur de cette dette. Donc, il y a un créancier, un débiteur. Donc, si on ne rembourse pas, il y a quelqu'un qui va perdre. Donc, il ne faut pas croire que ça va disparaître, entre guillemets, comme ça. Et surtout, le gros problème, c'est que avec justement la pandémie, c'est ce qu'on appelle la planche à billets, cette dette a été achetée par les banques centrales, notamment la Banque centrale européenne. Donc, c'est ce qu'on appelle une contrepartie de la masse monétaire. Donc, elle est dans le bilan de la Banque centrale, hein, sans entrer dans la technique, elle est à l'actif de la Banque centrale. Sachant qu'au passif, on a la monnaie. C'est-à-dire que si on détruit de l'actif, si on détruit effectivement de la dette hein, qui est détenue par la Banque centrale, c'est-à-dire qu'il faut détruire de la monnaie. Et ça, évidemment, on ne sait pas comment faire. Ça serait quand même, à la fin, extrêmement dramatique. Mais admettons qu'on y arrive. Un miracle, je ne sais pas trop, bref, on y arrive. Mais là, après, le problème, c'est la suite. C'est-à-dire que si, admettons, vous n'avez pas remboursé vos créanciers, après, si vous avez besoin d'une nouvelle dette, ben, ils ne vont plus jamais vous prêter. Ouais, si je vous prête 10 000 euros et que vous ne me les remboursez pas, alors ok, ben, je vais être embêté. Puis après, vous revenez me voir 3 mois plus tard, ah ben, je veux encore 10 000 euros. Ben non, là, je ne vais pas vous les prêter, comprenez? Ou alors, je vais vous demander un taux d'intérêt énorme. Et donc, c'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui, c'est que les taux d'intérêt des dettes publiques sont en train d'augmenter très fortement. Pourquoi? Justement parce qu'on a ce manque de crédibilité, cette inquiétude sur le remboursement. Vous voyez, quand il y a eu la crise grecque, c'est vrai qu'on a annulé la dette publique, mais on l'a remise, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a reprêté tout de suite à l'État grec pour sauver la zone euro. Sauf qu'à l'époque, c'était 350 milliards d'euros. Bon, on a pu le faire parce qu'il n'y avait que la Grèce. C'était, entre guillemets, que 350 milliards. Aujourd'hui, si je prends la dette publique italienne, par exemple, c'est 2800 milliards d'euros. Dette publique de la France, 3000 milliards d'euros. Ouais, donc, c'est des sommes complètement folles. Donc, ça veut dire que si jamais on fait ça, là, malheureusement, on se met au banc des nations. Et encore une fois, je pense que ce qui est très important dans l'économie, c'est également l'histoire économique. Et il y a eu des faits où, effectivement, on a annulé la dette. Sauf qu'après, le pays qui a fait ça, il s'est mis au banc des nations. Et il devenait un vassal d'autres pays. Et c'était évidemment extrêmement dramatique. Donc c'est vrai que on pourrait très bien dire aujourd'hui, ben voilà, on va annuler la dette, puis on va devenir vassal de la Chine. Je pense qu'il y a mieux comme perspective, vous voyez ce que je veux dire? Donc, non. Malheureusement, c'est vrai que ça paraît la solution idéale, ça sera extrêmement dangereux et ça sera surtout un fusil à un coup. Et après, encore une fois, les taux d'intérêt vont augmenter. Donc, qui va payer la facture? Ce sera nous, bien entendu, hein, les entreprises, les ménages, les contribuables également, parce que là aussi, hein, si à la guerre, c'est qu'on disait, bon, on annule la dette et après, tout va bien dans le meilleur des mondes, ok, mais ça ne sera pas le cas. On sait très bien que nous avons des déficits structurels, qu'il faudra bien les financer. Et après, le danger, c'est qu'on augmente les impôts, et ça, évidemment, ça fera très mal. Alors, effectivement, comme vous disiez, aujourd'hui, les dettes publiques détenues par la Banque centrale européenne apparaissent à l'actif, et au passif, on a une contrepartie qui est la monnaie émise par la Banque centrale européenne. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on annule ces dettes, la monnaie, elle n'a plus de contrepartie. C'est quoi la valeur tangible de cette monnaie, du coup, dans la mesure où on n'a plus la contrepartie à l'actif? Donc, la seule solution, ça serait de monétiser les dettes. Mais quelle serait la contrepartie si à chaque fois on annule la dette détenue par la Banque centrale européenne? Parce qu'aujourd'hui, la Banque centrale européenne peut notamment lutter contre l'inflation en faisant des opérations d'open market, hein, donc sur le marché monétaire, et aspirer l'excès de liquidité en revendant de la dette. Si demain la dette n'y est plus parce qu'elle est annulée, comment on fait pour aspirer cet excès de liquidité? Donc quand tout va bien, qu'il n'y a pas d'inflation, on peut maintenir cette théorie la théorie moderne monétaire. Tout va bien. Par contre, quand il y a l'inflation qui nous rattrape, comment on peut soutenir ce raisonnement? C'est quand même compliqué. Exactement. Et c'est ça le plus important, hein, c'est que n'oublions pas, encore une fois, d'où vient cette inflation.
Voyez, n'oublions pas que l'objectif premier de la Banque centrale européenne, c'est d'avoir une inflation de 2%. Là, on est à 9,1 et on va bientôt être à 10. Donc, c'est pas une petite erreur, c'est une énorme erreur. Et ça, encore une fois, si je l'ai vu, je ne suis pas devin, les économistes de la BCE l'ont vu également, vous voyez, mais il y a eu ce refus de réagir en conséquence, et aujourd'hui, évidemment, on en paye les pots cassés. Donc c'est ça qui est dramatique, et justement, c'est ce que j'évoquais justement pendant cette crise que je mets également dans le livre. C'est vrai que d'ailleurs, on peut lire Reset 2 sans lire Reset 1, effectivement, parce que le monde a effectivement changé. C'est que le drame, c'est qu'on a utilisé toutes nos cartouches pendant la pandémie. On s'est dit, bah, après, tout va aller bien dans le meilleur des mondes. Mais non, mais les crises, ça fait partie de la vie économique. Et voilà, la manque de peau, on en a une. On n'a même pas fini la pandémie, qu'il y a une nouvelle crise qui arrive. Voilà, donc c'est un problème de gestion. Et moi, sans être méchant, si vous voulez, mais je pense que malheureusement, on n'a pas eu trop de chance dans cette crise, c'est que les dirigeants qui étaient aux commandes à ce moment-là, et qui le sont encore aujourd'hui pour beaucoup d'entre eux, ben, ne sont pas à la hauteur de la situation. Il faut être honnête. Et c'est vrai que, alors aux États-Unis, Jerome Powell a commencé à dire oui, dès le fin novembre 2021, il a dit oui, je me suis trompé, etc., mea culpa. Mais nous, vous avez remarqué que la BCE n'a pas fait son mea culpa. C'est assez incroyable. Oui, ça je pense que le gros problème qui nous fait mal, c'est le manque d'humilité de nos dirigeants, et y compris en France, bien entendu. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est ça que j'arrive pas. Quand on nous dit aujourd'hui, il va falloir vous serrer la ceinture, les gars, arrêtez de consommer, etc., il faut être sérieux. Et encore une fois, notamment d'un point de vue énergétique, qui a décidé d'arrêter les centrales nucléaires? En France, je parle de les limiter, parce qu'on en a encore un petit peu. Il n'y a que la moitié qui fonctionne. C'est une décision politique. Vous voyez? Donc, c'est là où, encore une fois, on n'assume pas nos erreurs. Moi, j'aurais aimé que les dirigeants disent, bah oui, mea culpa, voilà, on s'est trompé, etc. Mais non, ils ne le disent pas. Et ils nous font porter la responsabilité. Vous voyez, ça, c'est quand on dit, oui, c'est la fin de l'abondance, la fin de l'insouciance. Mais c'est intolérable de dire un truc pareil. Oui, moi, je viens des cités HLM d'Orly. Vous voyez, j'ai réussi à m'en sortir, mais j'ai vécu de 0 à 25 ans dans cette cité HLM. D'ailleurs, voilà, et j'ai réussi à m'en sortir. Mais c'est vrai que, où est l'abondance? Depuis 40 ans, on est en crise. Où est l'insouciance? On a eu 2 ans où on était enfermé, il fallait faire des tests. Donc forcément, ils n'ont pas la possibilité Non, mais c'est ça qui est dangereux, si vous voulez. Moi, je vous dis ça parce que je ne dis pas pour pouvoir raconter ma vie. Je vous dis ça parce que je sais comment ça marche. Quand on est effectivement en bas de l'échelle, ça peut très vite exploser. Donc, mais notamment quand on traite les gens de haut comme ça. Vous voyez, c'est-à-dire, il y a des risques sociétaux énormes. C'est comme ça qu'a commencé le mouvement des Gilets jaunes, par exemple. Vous voyez, donc, il faut expliquer aux gens. Et c'est vrai qu'en plus, en France, on a un problème, c'est qu'on a une culture économique extrêmement faible et que beaucoup, justement, s'engouffrent dans la brèche. Voilà, le LFI, tout ça, Mélenchon, tout est quanti, qui nous disent, oui, voilà, eux qui mettent de l'huile sur le feu, parce qu'ils en profitent de cette situation. Ben non, aujourd'hui, on est tous dans le même bateau, on n'a pas intérêt à ce que la France, effectivement, explose. Donc, il faut dire la vérité, il faut expliquer ce qu'on fait sur nos chaînes YouTube. Heureusement qu'on a encore YouTube, on peut parler. Alors, moi, je suis quand même effectivement toujours dans beaucoup de médias, heureusement. Mais encore une fois, on me dit, mais attention, vous allez vous faire blacklister. Ça m'est déjà arrivé, certaines émissions, je ne dirais pas de nom, que je faisais beaucoup, qui m'ont blacklisté, mais c'est pas grave. Heureusement, il y en a d'autres. Voyez. Mais je pense que la vérité paye toujours. La vérité, l'honnêteté, la transparence. Voyez. Donc voilà, il faut dire ce qu'on pense, il faut parler avec le cœur. Quand j'entends que certains, évidemment, disent des choses parce qu'ils sont payés par une entreprise pour dire du bien de l'entreprise, ils font style, ils sont indépendants. C'est pas sérieux tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut dire les choses. Tout le monde peut être payé par une entreprise, mais à ce moment-là, il faut le dire. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun peut travailler pour le gouvernement, mais à ce moment-là, il faut le dire. Il faut être transparent. Voyez. Sinon, effectivement, il y a des déçus. Du coup, je voulais en profiter pour rebondir. Vous venez de parler notre dépendance énergétique à la Russie, le fait qu'on ait fermé notamment Fessenheim, etc. Et toutes les mesures un petit peu, ou au moins les revendications un petit peu populistes, démagogues, qui essayent de nous dire notamment que l'inflation, par exemple, serait due à la boucle prix-profit. Notamment la volonté de surtaxer, de taxer les surprofits. Alors, comment on réagit? Parce que vous, dans le livre, par exemple, vous parlez aussi de la boucle prix-salaire, classique, qu'il y a eu notamment dans les années 70, et 80. du risque, 70-80, effectivement, un risque d'entretenir l'inflation, puisque l'inflation monte, les salaires montent pour compenser la perte de pouvoir d'achat, et ainsi de suite. Et donc, aujourd'hui, on essaye de retourner le problème en disant qu'en fait, ça serait une boucle prix-profit, pardon. Et donc, d'où la volonté de surtaxer. Comment on réagit, comment on répond? Non, mais
Si vous voulez, ça encore une fois, malheureusement, on voit bien que c'est de la démagogie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, qu'est-ce qu'on prend comme exemple? Les profits de Total. Ok, d'accord, mais ils sont sur une niche, si vous voulez. Vous voyez, si demain le baril tombe à 30 dollars, ils ne feront pas les mêmes profits. Vous voyez. Donc, mais encore une fois, alors justement, c'est ça qui est incroyable. On entretient justement l'illusion. Alors moi, j'ai été jusqu'au bout. Ils ont fait un rapport, la France Insoumise. Donc je dis, bah là, ça va rapporter combien? Même si on taxe, parce que les surprofits, ça n'existe pas. Il y a un problème déjà technique. C'est que les profits de Total, par exemple, sont faits à l'étranger. Donc, ils sont déjà taxés à l'étranger. Comment on fait pour taxer 2 fois? Bon, déjà, donc, il y a un problème juridique. Admettons qu'on y arrive. Après, effectivement, ces profits aujourd'hui, si on les taxe donc 2 fois, ça, c'est des cas particuliers. Si vous prenez l'ensemble des entreprises françaises, je rappelle que 98% des entreprises françaises ont moins de 10 salariés. C'est ça la réalité des entreprises françaises. Donc, elles n'ont pas fait des profits énormes. Au contraire, elles ont du mal à joindre les deux bouts. Vous voyez? Mais, vous voyez, c'est dans l'inconscient collectif. Donc, admettons, rentrons dans le jeu. Je leur ai dit, voilà, vous allez taxer, ok. Et ils ont fait une simulation. Donc, évidemment, ils ont été très larges. Donc, au mieux des mieux, ça veut dire, bon, dans le monde des bisounours, hein, ça ramène 10 milliards d'euros en taxant les surprofits. 10 milliards d'euros. Le bouclier tarifaire, ça coûte 25 milliards par an. La dette publique française, c'est 3 000 milliards. Donc, ce n'est pas avec 10 milliards de sanctions des surprofits. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, ça ne ramènera pas 10 milliards. Si ça ramène 2 milliards, c'est déjà énorme. Vous voyez. Mais bon, tout ça pour dire que mais c'est dans l'inconscient collectif. On dit, oh là là, regardez, c'est les méchants, etc. Alors que la boucle prix-salaire, ce n'est pas pareil. Moi, je dis pas qu'il ne faut pas augmenter les salaires. Il faut les augmenter, les salaires. Mais quand c'est justifié, quand c'est mérité. Le drame, c'est que la dernière fois qu'on a fait ça, c'était justement en 81, la relance Mitterrand. Donc lui, il a dit, on va augmenter les salaires pour tout le monde. Même ceux qui ne le méritent pas, même ceux bon, ok, très bien. Sauf qu'après, une fois que vous faites ça, l'entreprise, elle doit répercuter sur ses prix de vente. Et donc, c'est ça la boucle prix-salaire. C'est ce qui fait qu'on a ensuite une inflation qui explose. Et d'ailleurs, en 82, on avait une inflation en France à 14,5%. Après cette politique, et d'ailleurs après Mitterrand, il a dû faire machine arrière, parce que bon. Mais oui, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, on dit des choses, mais on ne va pas jusqu'au bout, parce qu'on a peur de dire la vérité. Donc même effectivement, la France Insoumise, etc., ne disent pas la vérité. Mais ils alimentent un petit peu ces craintes, ils alimentent une sorte de complot des riches contre les pauvres. Ouais, c'est ça qui est dramatique. Donc, responsable, quoi. Voilà, il faut trouver des responsables, des boucs émissaires, mais bon, globalement, c'est vrai qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites, notamment par les dirigeants, je les évoquais tout à l'heure. Mais attention, hein, je veux dire, le danger, ça serait que ensuite, évidemment, on veuille augmenter encore les impôts. Moi, c'est vraiment ma crainte, hein, ce que j'explique dans le livre, c'est que le danger, c'est qu'à la fin, quand la BCE ne peut plus financer par la planche à billets, il faut bien qu'on trouve de l'argent quelque part. Et là, on va dire, ah bah tiens, on va ponctionner l'épargne, on va ponctionner le patrimoine, l'immobilier, etc., qui est déjà très taxé, mais on va encore le taxer. Attention, soyons extrêmement prudents. On est quand même le pays de l'OCDE avec le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé quand même. Du monde même, du monde, bien sûr, oui, tout à fait. Du coup, j'en profite puisque j'ai pris des notes et vous disiez donc 4 mesures pour pouvoir lutter contre ce problème d'inflation, prix-salaire, etc. Premièrement, baisser les charges sociales. Deuxièmement, baisser la CSG, baisser les dépenses publiques et moderniser l'économie. Mhm. De cette manière, ça nous permettrait de lutter, en fait, plutôt que d'augmenter les salaires nominaux, hein, on augmenterait ainsi les salaires réels en baissant les charges. Donc, en fait, juste comme ça, on clarifie, vous n'êtes pas contre l'augmentation de salaire, vous êtes... Non. Ce que vous voulez, c'est augmenter, mais réellement et non nominalement les salaires. Exactement. Moi, mais bien sûr, moi, je suis pour l'augmentation des salaires, mais les salaires nets. Aujourd'hui, c'est ce que je n'arrête pas de dire au gouvernement depuis des années, pas que celui-ci, mais ceux d'avant et autres, mais sans plus, c'est que c'est pas compliqué. Aujourd'hui, si vous voulez donner du pouvoir d'achat aux ménages, le seul moyen, de façon immédiate, parce que là, même si on taxe les profits, mais c'est détourné. On prend l'argent, après, il faut le redistribuer, mais souvent, il y a il y a de la déperdition, vous savez, bon bref, il y a des dépenses de fonctionnement, etc. Là, au moins, vous baissez les charges qui pèsent sur les salaires, automatiquement, ça augmente les salaires nets sans coût pour l'entreprise. Parallèlement, vous baissez par exemple la CSG. La CSG qui est un impôt temporaire créé en 91 par Michel Rocard. Vous relancez là aussi, vous donnez du pouvoir d'achat. Le problème de faire ça, c'est qu'évidemment, il y aura moins de recettes fiscales, c'est sûr. Ça veut dire qu'il faut également baisser la dépense. Enfin, quand je dis moins de recettes, c'est temporaire, parce qu'après, quand vous allez plus consommer, il y aura des recettes de TVA, par exemple, vous voyez. Donc, mais par contre, c'est vrai qu'il faudra également baisser la dépense publique.
Alors, pas la dépense sociale, parce que des fois, on me dit, oh là là, vous voulez tout casser le modèle social. Non, pas du tout. Alors, déjà, n'oublions pas que nous, les Français, nous avons une chance incroyable, c'est que les dépenses sociales, c'est 32% de notre PIB. Là aussi, numéro un des pays de l'OCDE, des pays riches. La moyenne des pays de l'OCDE, c'est 20%. On est à 32, c'est magnifique. Vous voyez, donc, et on se plaint. Et bon, et donc, d'accord, on ne va pas toucher les dépenses sociales, ce n'est pas le moment. Mais par contre, c'est clair qu'il faut réduire les dépenses de fonctionnement qui augmentent de l'ordre de 10 milliards d'euros par an depuis 25 ans. Donc là, il y a de la marge de manœuvre, vous voyez ce que je veux dire. Donc, mais il faut du sérieux. Il faut du sérieux, il faut être irréprochable. Et ça, malheureusement, c'est ce qu'on n'arrive pas. Hein, vous savez, depuis des années, je les ai tous vus, les dirigeants. Chaque fois, je leur dis, bon, les gars, je leur dis pas comme ça, je leur dis, il faut baisser la dépense publique. Ils me disent, ah non, 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 ça, c'est pas possible. Non, non, nous, on veut la paix sociale. Et voilà. Et on plonge. Et donc, on est dans la fuite en avant et on continue, et on continue, et on continue. Et on est arrivé aujourd'hui à la fin du système, d'où le reset 2 qui devient indispensable. Le problème, c'est que voilà, on a été habitué à la dépense sans compter, plus maintenant le quoi qu'il en coûte. C'est compliqué de faire accepter aussi qu'il vaut mieux un mal temporaire plutôt qu'un mal, mais qui sera plus tard. En fait, on repousse la patate chaude à chaque fois et on va en souffrir tous, entre guillemets. Parce que pareil, on pourrait dire, ouais, mais si on baisse les charges, la retraite, comment on fait? La retraite, c'est déjà un problème qui se pose. Vous avez fait une note d'ailleurs avec Trade Republic, si je ne dis pas de bêtises, sur le système de capitalisation qui pourrait être parallèle au système de répartition actuellement. Ça, c'est indispensable, hein, si vous voulez. C'est-à-dire que ça aussi, la retraite, j'ai fait un chapitre justement sur la retraite française, qui est formidable, c'est vrai, sauf que c'est une sorte de système Madoff, si vous voulez. Hein. La retraite par répartition, c'est-à-dire on prend les actuels actifs, on ponctionne, et avec cet argent, on ne paye pas les retraites des actifs, on paye les retraites des actuels retraités. Donc, tant qu'il y a assez d'actifs pour le nombre de retraités, ça marche. Donc, vous connaissez 70, on avait 3,4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, on est à 1,4 actifs pour un retraité. Donc, il n'y a pas besoin d'être grand mathématicien pour comprendre que ça ne marche pas. Voyez. Donc, il faut aider cette retraite. Vous savez, moi, je vais souvent en Grèce, pour le travail notamment, bien sûr. Et c'est vrai que maintenant, malheureusement, j'ai de moins en moins de clients parce qu'ils ont disparu. Mais à une époque, la Grèce était florissante. Et à un moment, les pauvres Grecs, ils ont dû arrêter de payer les retraites. Vous vous rendez compte? Donc, est-ce qu'il faut qu'on en arrive là pour qu'on comprenne? Parce qu'après, regardez aujourd'hui, le PIB grec, hein, je le dis d'ailleurs dans le livre, le PIB grec aujourd'hui est 27% en deçà de son niveau de 2007. Vous vous rendez compte? Hors inflation, bien sûr. Hein. Ça veut dire qu'actuellement, le niveau du PIB grec, c'est le niveau qu'on avait en 1998. C'est un truc de fou. C'est-à-dire 24 ans en arrière. C'est comme si on vous dit, voilà, vous êtes jeune, vous, mais je veux dire, comme si, voilà, on va vous dire, on va vous donner votre revenu, mais d'il y a 24 ans. Purée, ça fait mal. Vous voyez, donc, c'est quand même extrêmement dangereux. Vous voyez, donc, il faut faire attention. C'est-à-dire que tant que la corde, elle tient, parce qu'on là, on tire sur la corde, il reste un fil. Même avec un fil, la corde, elle tient. Mais quand le fil casse, la corde casse, et là, évidemment. Donc, si vous voulez, moi, je ne suis pas un pessimiste, hein, je suis un optimiste. D'ailleurs, la conclusion du livre, c'est restons optimistes, mais réalistes. Mais donc, il faut être optimiste, bien entendu. Mais il faut aussi dire la vérité. Sinon, à la fin, évidemment, on paye les pots cassés. Voilà, effectivement, ce que j'aime bien dire, c'est que le système de retraite aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent qu'elle génère des droits théoriques, parce qu'un droit juridiquement parlant, c'est la capacité d'aller aux tribunaux pour réclamer ce droit s'il est violé. Aujourd'hui, comment on fait pour réclamer ce droit? Tribunaux internationaux, mais si l'État ne veut pas s'y soumettre, en fait, au droit international, c'est si l'État accepte de se soumettre. S'il n'accepte pas de se soumettre, ce qu'il ne fera pas évidemment dans le cas des retraites, comment on fait pour soutenir ce système qui est, comme vous l'avez dit, en fait pyramidal, hein, donc il n'y a que Madoff qui finit en prison. Oui, enfin bon, espérons pas qu'on se termine. Non, mais ce que je pense, c'est que c'est simple, c'est vrai que c'est paradoxal. C'est-à-dire que pour sauver le système des retraites par répartition, il faut de la retraite par capitalisation. C'est tout. Il faut le dire aux gens. Et surtout, il faut dire aujourd'hui, voilà, chacun est responsable. Donc vous devez, vous-même, en votre âme et conscience, vous dire, voilà, là, je veux épargner plus pour ma retraite, ou je veux pas épargner plus. Mais à ce moment-là, il faut assumer. Parce que c'est ça aussi le problème, c'est que nous, on n'assume pas. Vous voyez, on a tendance à déresponsabiliser les Français. Ça, c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Un système hybride à la nordique avec une partie de capitalisation et une partie de répartition qui permettrait… C'est l'idéal, ça, c'est l'idéal, bien sûr. Encore une fois, moi je pense que le modèle social français, il est très beau. Si vous voulez, vous voyez, tout à l'heure, je la dépense sociale. Voyez, moi, j'en ai bénéficié en tant qu'enfant des CHLM d'Orly. Voilà. Mais après, il y a ses limites. Vous voyez, moi je dis pas, il ne faut pas un modèle à l'américaine où il n'y a rien, etc. Non, il faut les deux, bien entendu qu'il faut les deux. Mais si
je dirais, on continue d'augmenter la dette publique n'importe comment, à la fin, évidemment, ça ne fonctionne plus. Du coup, ça permet de rebondir, vu que vous traitez aussi du sujet de tous les actifs, obligations avec la remontée des taux, crack obligataire le plus gros depuis 1994, si je ne dis pas de Ouais, ouais, bêtises. c'est ça. Les marchés qui sont au plus haut. On a aussi, donc vous parlez des 5 arnaques sur les marchés, alors je reviendrai sur les notes, vous parlez aussi de bulles crypto, des licornes, des NFT. Alors, comment on fait pour se retrouver du coup? Dans quoi on investit? Voilà, moi je dis simplement, encore une fois, il faut se rappeler le bon sens, tout simplement. C'est-à-dire, et la règle de base de la finance, si vous voulez, qui est plus le rendement augmente, plus le risque augmente. Voilà. C'est-à-dire que quand il y a un rendement énorme, c'est qu'il y a un risque énorme. Voilà, les crypto-monnaies, j'ai jamais dit qu'il ne fallait pas en prendre, simplement je dis faites attention parce que quand on a tel rendement, c'est qu'il y a un problème. Et vous avez vu là, toutes ces crypto-monnaies qui en fait étaient des fausses. Hein, genre le OneCoin, la fameuse bulgare là, qui a détourné 4 milliards de dollars. Un truc de fou. Comment, oui, alors qu'on s'était présenté comme justement la crypto-monnaie qui allait détrôner toutes les autres crypto-monnaies. Terra UST aussi qui a craqué. Donc voilà, encore, moi, si vous voulez, soyons honnêtes, déjà confier l'argent à quelqu'un, à une banque sérieuse, tout ça, qui a pignon sur rue, déjà, bon, on hésite. Alors là, vous ne savez pas où vous mettez votre argent. Vous ne savez pas. Alors bon, si c'est de l'argent facilement gagné, si c'est l'argent de la mafia ou ce que vous voulez, à la rigueur, mais si c'est de l'argent qu'un père, moi je pense toujours au père de famille, vous voyez ce que je veux dire, qui a mis toute sa vie à épargner un peu d'argent. Et le pauvre chéri, il voit, tiens, le bitcoin ça monte, il en achète, et puis après ça fait moins 74%. Ça fait mal. Ouais, vous comprenez? Donc, ce que je veux dire par là, c'est sûr que pour les spéculateurs, c'est formidable. Et certainement, les crypto-monnaies resteront. Alors, il y aura de la réglementation, certainement d'ailleurs, hein, parce que là, c'est vrai que c'est un peu. Et oui, c'est complètement déréglementé, donc c'est bien, mais c'est quand même dangereux. Je veux dire, moi, je pense qu'il faut des garde-fous, il faut des forces de rappel, ce qui nous permettra justement d'éviter le pire. Donc voilà, pareil sur les NFT, je veux dire, quand vous achetez un fichier présenté comme dollar qui coûte 60 millions de dollars, c'est peut-être très beau, mais c'est un fichier. C'est ce que je veux dire. Bon. Voilà, après, bon, là, c'est vrai que c'est particulier, parce qu'il y a des tableaux, bon, bref. Mais toujours dire que, bon, il y a au moins un tableau, il y a quelque chose. Là, on ne sait pas. Et puis même, moi, si vous voulez, moi, ce qui m'a fait peur aussi dans cette pandémie, hein, j'ai fait un chapitre justement dans le Reset 2 sur l'échelle des valeurs qui est tombée, parce que c'est vrai qu'on a complètement perdu le sens des valeurs. On a perdu le bon sens, finalement. La valeur travail, vous voyez, on s'est habitué à rester enfermé chez nous, voilà, on met un masque, on est dans un monde virtuel, on dit, bah voilà, mais l'autre jour, incroyable. Je faisais un débat avec quelqu'un qui défend justement les NFT, qui est vraiment partie prenante, hein, bon, chacun fait ce qu'il veut. Et un de ses arguments, c'était de dire, ah mais vous vous rendez pas compte, comme maintenant avec le réchauffement climatique, tout ça, on ne pourra plus voyager, et puis il y a beaucoup de gens également qui n'auront jamais les moyens de voyager, au moins là, on met le masque, là, le casque, et puis on voyage. Putain, mais ça m'a fait peur quand même. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire c'est un film de science-fiction. Vous voyez, c'est-à-dire on veut vous faire croire qu'en fait, même si vous ne vivez pas la chose, en fait, vous l'avez vécu quand même. C'est très dangereux. Oui, à la fin, ça va faire des schizophrènes. Je ne sais pas ce que ça va faire, mais ça va être extrêmement dangereux. On ne peut plus prendre l'avion parce que pour le changement climatique, etc. Et donc, est-ce que la seule solution pour voyager, ça ne sera pas ça, dans le métaverse? Non, parce que moi, j'ai une autre solution pour voyager, si vous voulez, c'est de développer les nouvelles technologies de l'énergie. Parce que là, si vous voulez, ça c'est ce que disait l'économiste Malthus. Vous savez, Malthus, c'était l'économiste qui disait il faut une bonne guerre de temps en temps pour redémarrer. Vous voyez, donc il faut que les gens meurent, et puis après on reconstruit, et puis après voilà. C'est quand même dangereux cette vision du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Non, moi je suis de la vision positive. Ça veut dire, effectivement, la Terre est ronde, donc là c'est sûr qu'on est dans un monde fini, il y a un réchauffement climatique, mais justement, il faut affronter ce réchauffement. Il ne faut pas se détourner et dire bon, on ne fait plus rien. Non, il faut l'affronter, trouver des nouvelles sources d'énergie pour mieux consommer, pour éviter justement de détruire la planète. Puis, vous savez, hein, quand le niveau de développement augmente, de toute façon, de facto, les gens font moins d'enfants. Donc, la population, elle va monter encore beaucoup, puis après, elle baissera un petit peu à partir de 2060, 2070. Bon, tout ça pour dire que, vous voyez, moi, je préfère cette vision positive en disant on va créer de la richesse, mais en optimisant, on va faire des avions à hydrogène, par exemple. Voilà, on nous parle de l'hélium 3 sur la Lune. Enfin, vous voyez, bon, voilà, ça, je trouve ça c'est beaucoup plus enthousiasmant que vous dire ah ben les gars, maintenant, il ne faut plus prendre de douche, ou alors vraiment 3 minutes la douche, on retombe au Moyen-Âge, quoi.
voyez, bon, puis bon, moi je supporte pas cette dictature. On était en dictature sanitaire, maintenant on veut la dictature climatique, on a le droit de rien faire, on peut pas bouger une oreille. On va mettre des flics partout, on va mettre des caméras partout, des amendes automatiques. Non, attendez. À la Chine, Voilà, non, attendez, c'est ce qu'ils font en Chine, hein. Il y a un crédit scoring, social. hein, comme on dit. Si les gens, donc ils sont filmés partout, etc. Si les gens traversent pas au passage côté, tac, ça baisse leur note. C'est horrible. On devient des robots. C'est pas ça la vie. Oui, c'est pas ça la vie. Donc voilà. Donc moi je pense que effectivement, alors voilà, le numérique c'est formidable. Voilà, regardez YouTube, etc. C'est formidable. Hein, il y a énormément d'éléments formidables, mais il faut également garder le concret, garder la réalité du terrain, garder la réalité économique. Et puis ne pas avoir ce discours-là, vraiment empêcher de tourner en rond. Et puis, moi, ce qui me gêne aussi, si vous voulez, parce que là, je vois des gens sur Twitter qui parlent et autres, bon, bref, et c'est aussi les donneurs de leçons. Ça, je trouve ça incroyable. Les gens manquent d'humilité et vous disent, voilà, moi, je pense comme ça, donc c'est comme ça, et vous n'avez rien compris. Mais non, on peut débattre. Est-ce que je veux dire, on peut débattre. Et puis, on a le droit de ne pas être d'accord. Vous voyez. Mais voilà, ça, c'est ce système de pensée unique, moi, me fait très peur. Moi, me fait très peur. Donc, voilà. J'espère qu'on va justement faire le reset 2 et éviter de tomber dans ce piège. Parce que c'est pas le grand, vous savez, le livre là, de Schwab, la Great Reset. Celui-là, il fait peur, ce Great Reset, parce que lui, justement, Ouais. il veut, lui, créer une dictature mondiale. Non, 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 moi, c'est pas du tout ça. Justement, je veux éviter ce grand reset. Du coup, justement, je voulais rebondir, comme vous disiez, la population qui diminue dans les sociétés qui ont tendance à se développer. Effectivement, il y a un très bon livre dessus, c'est aussi celui de Factfulness de Hans Rosling, que j'aime beaucoup, qui traite justement ce sujet, et c'est effectivement ce qu'on remarque, hein, dans les sociétés développées, le taux de fécondité a tendance à chuter au fur et à mesure qu'on s'enrichit. Exactement. Et pour rebondir aussi sur les crypto-monnaies, est-ce que c'est pas mieux du coup les CBDC, les Central Bank Digital Currencies, qu'on nous met en avant? Alors moi personnellement, je suis très critique vis-à-vis de cette volonté de mettre l'euro numérique. Mais est-ce que si le Bitcoin ou les autres crypto-monnaies, c'est déréglementé et risqué, est-ce que du coup, c'est pas mieux, selon vous, les CBDC? Ah oui, bah, tout à fait. Moi c'est ce que j'ai prôné depuis le tout début, si vous voulez. Moi, pour tout vous dire, on m'a proposé d'acheter du Bitcoin quand ça valait 1 $. Et donc, je ne l'ai pas fait parce que j'étais persuadé que ça allait être légiféré. Ils vont pas laisser quand même comme ça un système complètement hors sol, complètement hors contrôle. Et finalement, ils l'ont laissé. Pour plus qu'on laissé. Mais et seulement aujourd'hui, ils commencent à comprendre. C'est un peu tard, si vous voulez. Mais là, voilà, on est encore une fois beaucoup de dirigeants, de hauts fonctionnaires, etc. J'ai rien contre eux, hein, mais c'est par là, c'est qu'ils ne sont pas dans le vrai monde. Enfin, ils ne se rendent pas compte de la réalité. Voyez, bon, donc, bon, il y avait une faille de marché, ils l'ont laissé, bon, tant pis. Maintenant, ils sont en train de revenir. Oui, là, à ce moment-là, c'est effectivement, on va dire des crypto-monnaies, mais contrôlées, pourquoi pas? Pourquoi pas, bien entendu. Mais là aussi, encore une fois, c'est sûr qu'après, on devient complètement contrôlé de A à Z. On a plus de liberté. Hein. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire du black, comme on dit, enfin, de l'économie parallèle, excusez-moi l'expression. Bien sûr, je veux dire, l'économie parallèle, ça veut dire également voilà, en cash, etc. Bon, mais pourquoi pas? Parce que je veux dire, laissons les gens vivre, enfin ce qu'ils veulent. Bien sûr, si c'est sérieux, c'est sûr. Mais là, on va être contrôlé de A à Z. Vous voyez, donc bon, Ah oui, il y a, c'est il y sûr. a- il y a du, il y a du pour, il y a du contre, mais je veux dire par là, c'est que, mais à la rigueur, une crypto-monnaie, entre guillemets, légiférée, c'est-à-dire avec un système d'une chambre de compensation, un système d'assurance des dépôts, là déjà, c'est un peu mieux quand même. Parce que c'est un peu mieux. D'autant plus qu'on risque de tomber dans les 5 problèmes du coup que vous dites, l'épargne en danger, 5 dangers, l'arnaque des placements, Ouais, prélèvement sur les comptes bancaires. Donc là, j'imagine que vous faites référence à la loi Sapin de 2016, si je dis pas de exactement. bêtises. Exactement. Les assurances de dépôt qui sont limitées en cas de faillite. Troisièmement. Quatrièmement, augmentation des impôts sur l'épargne et le patrimoine. Et cinquièmement, une finance folle. Donc là, ça rebondissait par rapport à ce que vous disiez sur les NFT, métaverse, etc., qu'on peut être d'accord ou pas. Après, chacun aura le Oui, droit de non, faire. moi encore une fois, moi encore une fois, je donne mon avis, je donne mon analyse. Oui, j'ai été chef économiste de la Banque Populaire d'Altexis pendant 12 ans. Et c'est vrai qu'à chaque fois, l'avantage, c'est que moi, je donnais mon analyse, et après, les opérateurs de marché, les gérants, etc., faisaient ce qu'ils voulaient, entre guillemets. Je ne leur imposais pas quoi que ce soit. Voilà, moi, quelle est mon analyse? Après, je peux avoir raison, je peux avoir tort. Je reste je crois, le seul économiste en France qui, tous les ans, fait le bilan de ses prévisions depuis 25 ans. Je dis voilà, il y a un an, on avait dit ça, là, on a eu raison, on a eu tort, mon équipe et moi. Généralement, on a plutôt un bon bilan, bon, bref, tant mieux. Mais voilà, c'est que
voilà, aujourd'hui, il faut rester encore une fois sur cette réalité. Après, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je n'obligerai jamais quelqu'un à ne pas acheter tel ou tel. Il faut, voilà. Moi, j'alerte. Entre guillemets, je suis une sorte de lanceur d'alerte pour dire la vérité. On m'écoute, mais on ne m'écoute pas. Je ne vais pas me vexer. Hein, Ouais. voilà. Simplement, il faut rester poli, faut rester sympa. Voilà, il faut rester sympa. C'est le plus important. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Voilà. Merci à vous. C'était un plaisir en tout cas. Est-ce que vous auriez une citation pour clôturer et 2-3 livres à recommander, bon, hormis évidemment Reset 2, une citation que vous aimez utiliser Oh, moi, j'aime bien la devise des chercheurs qui est: ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Voilà. Ça, je pense que c'est important parce que souvent, on est justement dans un monde un petit peu enfermé. On dit: ah, mais non, mais ça, c'est pas possible. Ben oui, mais c'est ce qu'ont fait les chercheurs. Voilà. Mais si on leur avait dit c'est impossible, ils l'auraient pas fait. Mais voilà, ils l'ont fait parce que voilà, ils savaient pas que c'était impossible. Et puis finalement, c'est ça moi que je trouve beau dans l'économie, c'est que justement, il y a une dynamique, effectivement, dynamique de croissance qui est toujours là. Donc ça, c'est plutôt beau. et 3 livres du coup? Alors, 3 livres. Alors, figurez-vous que c'est vrai que moi, je suis prof à la fac, etc. Et régulièrement, je me relis les pères fondateurs, etc. Donc là, je suis en train de relire, parce que je le connais, je commence à le connaître presque par cœur, la théorie générale de Keynes. Et je pense qu'on devrait lire, parce que ça aussi, Keynes, si vous voulez, on croit que c'est un communiste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, non, Keynes, il n'a jamais dit qu'il fallait faire du déficit en permanence. Il n'y avait pas plus capitaliste que Keynes, effectivement. Et donc ça c'est intéressant, je dirais, très intéressant de le lire. Et alors, bon, ça c'est anecdotique, mais c'est vrai que le dernier livre que j'ai relu, ça va vous faire rire, c'est Le Père Goriot de Balzac. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et en fait, c'est vrai que j'aime beaucoup Balzac. Et je l'avais pas lu ce livre. Donc, et dernièrement, quelqu'un m'a parlé. Et c'est pareil, c'est ce qu'on appelle la comédie humaine avec Rastignac, etc. Donc, c'est très sympathique. Et puis un troisième livre, bon, il y en a beaucoup. Moi, je sais que je lis pas trop ce que font les autres. J'essaye de me divertir. Je n'ai pas le nom là, je pourrais vous le citer. Je suis en train de lire un livre que m'a donné ma femme, pour tout vous dire. C'est une très belle histoire, justement sur une famille, etc., pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc j'ai oublié le titre. Oui, comme quoi, c'est pas le titre qui compte, c'est ce que je suis en train de lire qui compte. On fera en commentaire si vous vous souvenez. Voilà, on fera le commentaire, mais bon, si je peux me déplacer, là, je vais les regarder. Bon, je vous le dirai après, c'est pas grave. Très bien. Voilà, donc oui, bon, encore une fois, moi, je pense que ce qui compte, c'est ce que dans mon travail, tandis que effectivement, moi, je lis pas trop ce que font les autres. Vous voyez, les économistes, en fait, ça m'intéresse pas trop, puis surtout, ça va biaiser mon jugement. Ce qui compte, c'est vraiment de travailler la statistique, travailler sa propre analyse, sa propre vision du monde. C'est le conseil que je donne à tous ceux qui nous écoutent: avoir sa vision du monde, et évidemment étayer, hein, pas dire ça parce que lui, il pense ça. Avoir les arguments. C'est le plus important. Et c'est pourquoi dans le livre, d'ailleurs, je mets toujours des graphiques. Et comme vous le savez peut-être, hein, c'est vrai que le livre, tous les graphiques seront mis à jour pendant 2 ans. C'est-à-dire qu'avec votre smartphone, vous pourrez cliquer sur les graphiques et vous aurez la mise à jour de tous les graphiques. Donc tous les mois, ils sont mis à jour, et ce pendant 2 ans. Donc comme ça permettra de rester dans l'actualité. Et même certains, par exemple, j'ai rajouté un paragraphe sur Taïwan, qui n'était pas, parce que quand j'ai fini le livre, quand je l'ai envoyé à l'éditeur, il n'y avait pas eu encore la crise de Taïwan. Donc voilà. Et puis là, je ferai un truc certainement sur le 25 septembre, les élections en Italie. J'espère que ce ne sera pas la fin de la zone euro, mais on pourra ajuster, bien entendu. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie. Avec plaisir. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante, n'hésite pas à la liker et t'abonner à la chaîne, et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Souviens-toi que l'on reste en contact sur Facebook, Twitter, Instagram et le groupe Discord, et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.